Honneur à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Fumigène H. On se fait une petite fume-analyse sur un anime qui est sorti récemment sur Netflix. Il s'agit de Valkyrie Apocalypse les frérots. Mais avant de balancer la vidéo, je vous invite bien évidemment à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Insta et Discord. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne Fumigène de façon financière, je vous invite à devenir membre de la Fumi Family. C'est 0,99 centimes par mois. Allez, on envoie l'intro. On sort d'un traumatisme avec Yasuke. Et oui, et donc à chaque fois qu'il y a un anime qui sort sur Netflix, tout le monde se méfie, et moi le premier, et c'est bien normal. Netflix arrive à nous sortir des boosts comme Sky High Survival, et en même temps ils arrivent à nous sortir des trucs assez intéressants comme Baki, voire même Kengan Ashura, qui sont pour moi très corrects en tout cas. Et là, ils nous ont sorti Valkyrie Apocalypse. Alors Valkyrie Apocalypse c'est quoi? Eh bien écoutez, c'est un manga qui est édité au Japon depuis 2017. Il y a 11 tomes qui sont déjà sortis. C'est un seinen et la thématique c'est plutôt action fantastique, bien évidemment. Le studio qui s'est occupé de cet animé, c'est Graphinica. Alors, c'est pas non plus un studio flamboyant, mais ils ont déjà fait des animes assez sympatoches, comme Junitaisen Zodiac War. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur Junitaisen Zodiac War, je vous invite à aller la regarder, si vous voulez en savoir plus. L'anime était franchement très correct. Alors, il y a 12 épisodes qui sont sortis sur Netflix, c'est sorti récemment, donc en juin 2021, et donc 12 épisodes de 25 minutes. Voilà pour la présentation, on va dire, technique. Pour le synopsis, alors, c'est donc basé sur le manga de Shumatsu no Valkyrie, de Fukui Takumi et Umemura Shinya. L'histoire débute lorsque les dieux organisent une réunion pour décider du sort de l'humanité. À l'issue de cette rencontre, ils décident à l'unanimité d'anéantir l'humanité, en déclenchant l'apocalypse. Cependant, une Valkyrie propose aux dieux en ultime affrontement un grand tournoi, où 13 dieux et 13 champions humains s'affronteront dans des combats singuliers, pour décider si l'humanité doit disparaître ou non. Et le tournoi est appelé le Ragnarok. Donc voilà pour le pitch. Écoutez, le pitch est assez intéressant, j'ai même envie de dire qu'il est hypant, très clairement les frérots. Et oui, voici des dieux qui veulent éradiquer l'humanité parce que l'humanité leur fait chier et on peut les comprendre franchement. Donc ils se disent, voilà, ils sont pas reconnaissants de tout ce qu'on leur a donné, ces humains, on va les éradiquer. Sauf qu'une Valkyrie va dire, écoutez, s'il vous plaît, on va leur donner une chance. Et elle va utiliser une loi qui avait été rédigée il y a très longtemps, mais c'était plus une blague qu'autre chose, afin que les humains puissent se confronter aux dieux. Donc voilà pour le pitch un petit peu. Écoutez, déjà, moi, le pitch, je le trouve très bon, très clairement. Alors, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est très simple. C'est-à-dire que je vais reprendre les 3 combats qui nous ont été montrés dans ces 12 épisodes. Et vous, finalement, c'est vous qui allez décider si vous voulez être spoilé ou pas. C'est-à-dire que si tu n'as pas vu Valkyrie Apocalypse, eh bien, je te conseille de rester dans le début de cette vidéo, car je vais donner mon avis sur le premier combat. Après, si tu ne veux pas être trop spoilé, je t'invite à t'arrêter, à ce moment-là et de ne pas regarder mon avis sur les 2 derniers combats. Moi, je vais tout simplement vous donner mon avis sur les 3 combats que l'animé nous a présentés, du moins, ou les 3 combats qui ont été adaptés du manga. Donc finalement, c'est vous qui allez décider si vous voulez être spoilé ou pas. C'est donc une vidéo, oui, 100% spoiler, mais si tu ne veux pas être spoilé, tu t'arrêtes là où tu décides, tout simplement. Tu t'arrêtes au premier combat, au deuxième combat ou au troisième combat. C'est toi qui décides, mon frérot. Donc voilà, on commence par le premier combat, à savoir Lubu versus Thor. Bon, Thor, il est connu, illustrement connu, c'est un dieu très populaire, on est bien d'accord à ce niveau-là. Versus Lubu, un guerrier chinois. Qu'est-ce que j'ai apprécié dans ce combat? Alors déjà, si on s'arrête dans le sous-texte, je trouve ce combat très intéressant dans son sous-texte et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Lubu, c'est le guerrier ultime de la Chine. Il est même considéré comme l'un des guerriers les plus forts du monde, voire même le guerrier le plus fort du monde. Et Thor aussi est un guerrier. Donc déjà, on a une opposition de 2 guerriers, sauf que l'un est humain et l'autre est un dieu. Alors, déjà, pour essayer d'équilibrer les forces, on va donner des armes divines aux humains. Donc on a une Valkyrie qui va se transformer en arme, en lance, et Lubu va pouvoir combattre avec, histoire de rééquilibrer les forces. Parce qu'il est dit très clairement en début d'anime et en début de manga que la différence finalement entre les hommes et les dieux, du moins la puissance des dieux, est surtout dans leur arme divine. Avec une arme
divine, les humains peuvent se dresser contre les dieux. Donc ce combat, je l'ai apprécié dans son sous-texte et dans ses thématiques. Il était également intéressant dans ce combat de noter que c'est la première fois que les humains se dressent face aux dieux de façon avec un public, etc. C'est-à-dire que là, les dieux ont compris que ça rigolait pas. Ils se sont dit, non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Un humain arrive à combattre un dieu à armes égales. Et là, c'est là que le choc a été très bien retranscrit dans l'animé, franchement. Je dirais même que le combat de l'animé était selon moi supérieur à celui du manga. Alors attention, si maintenant on s'intéresse un peu plus au manga, on s'aperçoit qu'il manque quand même une scène où on voit Thor exploser un mec, etc. Mais globalement, tout y est. Mais attention, je note quand même qu'il manque cette scène. Personnellement, j'ai préféré la version animée à la version manga dans ce combat. Je dis bien dans ce combat, les frérots. Et oui, parce que le manga, faut savoir que les premiers tomes, du moins les 2 premiers tomes, sont pas extraordinaires. Moi, c'est un manga que j'avais acheté. Les 2 premiers tomes, je les avais trouvés sympas sans plus et je l'avais même revendu pour vous dire. Mais là, j'ai trouvé que l'animé a su apporter ce qui manquait un petit peu au manga et franchement, les chara-design, tout ça ont été respectés. Franchement, à ce niveau-là, je trouvais que c'était pas mal. Donc, c'est un combat dans ses thématiques et dans son sous-texte qui est plutôt bon. Le personnage de Lubu est vraiment très charismatique. Très clairement, c'est un mec que tu peux mettre dans Kingdom. Il pète la classe de fou. Franchement, imaginez, le gars, il est mort parce qu'il s'ennuyait. En fait, il s'est rendu. Il a dit, écoute, j'en ai marre, ça sert à rien. Personne n'arrive à me combattre. Je vais me rendre. Carrément, le mec était en train de bâiller avant d'être exécuté. Et les légendes ont été très clairement tronquées, les gens ont menti, ils ont dit qu'il était en train de pleurer. Non, c'est faux. Lubu était en train de bâiller. Il n'y avait personne qui pouvait s'opposer à Lubu. Il a un charisme monstrueux, ce personnage. Et Thor aussi était très bon. Alors, c'est-à-dire qu'il était assez énigmatique au début, il parlait pas trop, et finalement, il y a une sorte de connexion qui s'est créée, qui s'est tissée entre les deux au fur et à mesure du combat, un respect mutuel. Pourquoi? Parce que les guerriers se respectent. Et oui, Lubu respecte la force de Thor et Thor respecte la force de Lubu. Thor n'avait jamais rencontré quelqu'un capable de lui faire face et c'était la même chose pour Lubu. Donc encore une fois, c'était très intelligemment écrit selon moi. C'est simpliste, mais c'est bien écrit, c'est efficace, ça fonctionne. À ce niveau-là, franchement, c'est une réussite. Je le dis bien, dans le sous-texte et dans les thématiques que ce combat véhicule, c'est une réussite. Et les histoires des 2 personnages sont très intéressantes. L'histoire de Thor, bon, c'est assez classique. Bon, voilà, c'est toujours, on va dire, mixé, remixé en fonction des adaptations. Mais bon, l'histoire de Thor a été très correcte. Et l'histoire de Lubu, je l'ai trouvée super intéressante. Franchement, les frérots. Donc voilà pour la partie sous-texte, thématique, etc. Je trouve que le combat était très bon. Maintenant, à ce niveau-là, il y a toujours des problèmes. Et le problème de ce combat, c'est dans l'animation, les frérots. Et oui, c'était beaucoup trop statique, ça manquait de fluidité. C'était ça le problème. On s'attendait à ce qui se déplace un peu plus sur l'arène. Là, non. Les attaques étaient un peu trop rectilignes selon moi. C'était direct, il se fonçait, il frappe et c'est tout. Finalement, ça manquait de mouvement. C'était trop statique. Donc voilà, au niveau de l'animation, il faut dire la vérité. C'est pas extraordinaire, très clairement. Même si les OST ont bien fonctionné, parce qu'on avait des OST, vous savez, un petit peu à thématique chinoise et des OST un petit peu plus à thématique divine pour Thor, voilà, ça fonctionnait bien. Franchement, les OST, de toute façon, dans cet animé, elles sont juste magnifiques, très clairement, voilà. Mais bon, je trouve que l'animation était un peu le défaut de ce combat, parce que c'était beaucoup trop statique. J'aurais aimé voir plus de fluidité, plus de mouvement dans les attaques des personnages, et dans les mouvements des personnages. Donc voilà, c'est le gros défaut. Mais globalement, ce n'était pas un mauvais combat. Je le qualifierais de, allez, moyen correct, moyen à cause de l'animation, mais correct aussi à cause des thématiques et des sous-textes et de l'histoire de ces personnages. Passons maintenant au deuxième combat, Adam versus Zeus. Alors déjà dans le sous-texte, c'est vraiment incroyable. Incroyable pourquoi? Parce que Adam est l'humain ultime. C'est l'humain ultime, très clairement. C'est le premier homme. Et oui, donc c'est l'humain parfait, si on peut le dire ainsi. Et Zeus, c'est la même chose. C'est le dieu des dieux. On est d'accord, c'est celui qui trône, c'est celui qui surplombe, c'est celui qui surclasse tous les dieux. C'est le dieu des dieux. On est d'accord, c'est le dieu parfait. Nous avons donc l'homme parfait versus le dieu parfait. Franchement, c'est impeccable. Dans le sous-texte, c'est impeccable. En plus, derrière cela, on a bien vu que dans le combat, les deux, finalement, avaient des pouvoirs divins. J'avais même limite l'impression de voir un combat de dieu, en fait, finalement. Mais c'est intéressant parce que, dès le deuxième combat, l'auteur nous donne un combat final.
Ben oui, c'est un combat final. On a l'homme ultime versus le dieu ultime. C'est un combat final. Et pourtant, nous ne sommes pas à la fin, on n'est qu'au début. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant dans le sous-texte. L'histoire de Adam a été aussi un petit peu remixée, mais on est d'accord que c'est l'histoire de Adam et Ève, hein, l'histoire de la pomme avec le serpent, etc. Ça a été remixé, romancé à la sauce manga. C'était vraiment très bon. Zeus aussi on a eu un peu de background pour Zeus, mais Zeus c'est surtout illustré dans son caractère, sa façon d'interagir avec Adam. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, hein. On n'a pas un Zeus qui est très sérieux, faut dire la vérité, il est beaucoup dans la blague, mais par contre, il pue la classe dans sa force et dans ce qu'il dégage, et il nous a mis une patate quand même hors du temps, hein. Une technique qu'il avait assimilée lors de son combat avec Chronos. Donc franchement, j'ai trouvé que c'était impeccable. À ce niveau-là, au niveau des sous-textes, je pense que c'est même limite supérieur au combat Lubu versus Thor, parce que là, on a quand même l'homme ultime face au dieu ultime. C'est très intelligemment écrit, et le pire, c'est que c'est audacieux de faire ça au deuxième combat. Et oui, les frérots, maintenant, dans l'animation, les OST, tout ça, les OST c'est impeccable. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Par contre, l'animation, là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de plans fixes. Il y avait beaucoup trop de plans fixes dans ce combat. On a deux personnages statiques et myriade, plein de coups de poing. Non, désolé, là, pour le coup, l'animation était vraiment pas extraordinaire non plus. Dans le manga, c'était bien mieux géré, très clairement. À ce niveau-là, il n'y a pas à chier, les frérots, faut dire la vérité. Donc l'animation est encore un petit peu le défaut de ce combat, même si, attention, les seiyuu ont vraiment été à fond. Moi, je l'ai regardé en version japonaise. Franchement, les seiyuu étaient au taquet. Et à ce niveau-là, on a eu vraiment beaucoup d'émotions. Vous savez, lorsque toute l'humanité était derrière Adam, franchement, il y a eu énormément d'émotions. Mais ça, c'est pas forcément l'animation qui fait ça. Vous savez, c'est tout le contexte, c'est tout l'ensemble, en fait. C'est toutes les personnes qui crient avec lui, etc. Et surtout, l'écriture de Adam est très bien faite. Et vu qu'on t'a bien raconté l'histoire du personnage, tu es avec lui, finalement. Donc non, le combat était vraiment bon à ce niveau-là, en termes de thématique et de sous-texte, et en termes d'animation un peu moins. Mais ce combat-là, moi, je le mettrais dans correct, très clairement. Je ne le mettrais pas dans le moyen. Malgré le côté des plans fixes qui étaient beaucoup trop présents, il faut dire la vérité, on a eu quand même des choses qui étaient très intéressantes, faut dire la vérité. On a eu des bons clins d'œil aussi, et des petits clins d'œil à Senseiya, que j'ai trouvé très intéressant. Non, franchement, ce combat-là était correct. Un petit cran supérieur à Lubu versus Thor. Donc voilà, passons maintenant au dernier combat. Donc là, c'est Poséidon versus Sasaki. Donc Poséidon, le dieu des mers et des océans, vous le connaissez. Sasaki, un guerrier japonais. Franchement, les gars, c'est le meilleur combat des trois. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, dans le sous-texte, c'est vraiment impeccable. Pourquoi? Parce que là, c'est le premier combat où on a réellement un homme dit faible face à un dieu fort, charismatique. On va me dire, attends, Fumi, Lubu, c'est un humain, et Thor, c'est un dieu. Oui, les frérots. Mais Lubu ne renvoie pas une impression de faiblesse. Sasaki renvoie vraiment cette impression de faiblesse d'humain qui se nourrit de sa faiblesse pour devenir fort. C'est le perdant ultime. Imaginez, les frérots, le perdant ultime se retrouve face à un dieu. Il a appris de ses défaites. Il s'est nourri de ses défaites. Et c'est grâce à ses défaites qu'il est devenu fort. Imaginez à quel point c'est intelligemment écrit. Je vous le dis très clairement, Sasaki, pour moi, c'est mon coup de cœur. On peut limite faire un manga avec ce personnage-là. Mais oui, imaginez, c'est le perdant ultime. Il n'arrête pas de perdre. Et finalement, ce sont ses défaites qui le renforcent. Et il est face à un dieu qui agit réellement comme un dieu, qui a un charisme de dieu, une personnalité qui est franchement, voilà, faut dire la vérité, ça pète la classe. Poséidon, il pète la classe. Même les autres dieux craignent Poséidon. Très clairement, tu vois tout le public, ils sont tous là, ils sont en PLS devant Poséidon. Voilà, le mec, il a un charisme énorme, ce Poséidon, faut dire la vérité. C'était même d'ailleurs, on va dire, le plus gros point fort du personnage, c'était son charisme. Hein. Et il est face à un humain qui n'arrête pas de perdre. Il est face à un perdant. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique dans le sous-texte. C'est magnifique. Je dis très clairement, franchement, à ce niveau-là, je pense que c'est même pour moi, en termes de sous-texte, c'est le meilleur des trois combats, très, très, très clairement. Donc ensuite, si on s'intéresse à l'animation, les OST, tout ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu mieux que dans les deux autres combats. Et oui, franchement, j'ai trouvé que c'était un petit cran supérieur parce qu'il y avait plus de mouvements. En plus, on avait quand même ce personnage de Sasaki qui apprenait, qui regardait les mouvements de Poséidon, qui imaginait ses mouvements et qui arrivait finalement à anticiper toutes les situations. Et c'est une capacité finalement humaine, attention, il n'y a rien de divin là-dedans. Le mec, il est juste en train de imaginer
c'est des combats, c'est une sorte de shadowing. Il imagine son futur combat avec Poséidon. C'est une façon, c'est une manière de s'entraîner qui existe dans le monde humain. Il n'y a rien de divin là-dedans. C'est juste que c'est un peu poussé à son extrême, effectivement. Mais c'est très humain, en fait, tout cela, finalement. Et c'est finalement, alors oui, on a bien compris que il fallait que ce soit un japonais, le premier homme qui devait battre un dieu. On l'a bien compris, ça, les frérots. Allez, on va passer sur ça, c'est pas très grave. Mais finalement, le premier homme qui gagne face à un dieu, eh bien, c'est un perdant. Et oui, c'est un perdant. Et finalement, dans le public, toutes les personnes qui sont autour dans le public sont des personnes que Sasaki, il a combattu contre eux et il a perdu. Donc en fait, ils sont tous là en train de regarder le combat de Sasaki. Ils se disent, alors là, attends 2 secondes, le mec qui est en train de se battre devant nous, c'est lui qui nous a battus. Et c'est lui l'espoir de l'humanité, alors qu'il nous a battus. C'est incroyable les frérots. Et en plus, une petite phrase que j'ai trouvée intéressante aussi, c'est quand, vous savez, la Valkyrie dit « Attends, tu étais censé le ressusciter à l'apogée de sa force. Là, tu nous as ressuscité un vieillard. » Et le gars, il dit « Oui, mais c'est maintenant l'apogée de ma force. » Et là, bam, la claque, franchement, c'est énorme à ce niveau-là. Tu te dis, putain, l'apogée de la force du mec, c'est quand c'est un vieillard. Ah, énorme à ce niveau-là. Donc voilà, je trouve qu'en termes de sous-texte et même en termes d'animation, ce combat clairement surclasse les autres. Ah, ça, c'est mon avis, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire, vous, en zone commentaire, quel combat vous avez préféré dans Valkyrie Apocalypse, les frérots. Est-ce que c'est le premier, le deuxième ou le troisième? Moi, personnellement, c'est le troisième. Et très clairement, parce que le personnage de Sasaki, pour moi, il est impeccable. Et Poséidon, il joue son rôle de dieu. Maintenant, si on se pose la question et se dire, est-ce que les dieux dans Valkyrie Apocalypse renvoient cette image de Dieu avec les pouvoirs? Eh bien non, très clairement non. Poséidon, il a inondé l'arène, le mec, et qu'est-ce qu'il fait avec l'eau? Il fait rien, alors que c'est Poséidon. Pareil pour Thor et même Zeus, finalement. Dans les légendes, ces personnages-là sont beaucoup plus puissants. Je fais la comparaison avec Poséidon de Senseiya. Dans Senseiya, c'est Poséidon. Très clairement, c'est Poséidon. Voilà, il n'y a pas à chier. Tandis que là, c'est un Poséidon un peu nerfé, on est d'accord. Donc, pourquoi l'auteur décide de faire ça? Bah, c'est bien logique, les frérots. On est dans un contexte de tournoi. Si tu donnes à Zeus sa véritable puissance comme dans les légendes, mais le combat il est terminé en fait, l'arène elle est terminée, ça sert à rien. Tu ne peux pas donner le véritable pouvoir des dieux à ces dieux là, tu ne peux pas, c'est pas possible, parce que sinon le manga va s'arrêter au tome 1, c'est-à-dire que Zeus va arriver, il foudroie l'arène et c'est terminé. Vous voyez ce que je veux dire les frérots? Donc ils ont été obligés un peu de nerfer ces dieux pour pouvoir faire un tournoi humain versus dieu. Voilà, moi je le vois, je le prends comme ça, je le comprends en tout cas, mais je peux comprendre ceux qui vont me dire ouais non Fumi, t'as vu, c'est quoi ce Poséidon qui utilise voilà, c'est quoi ce Poséidon, c'est quoi ce Thor, etc. Je peux le comprendre, franchement je peux comprendre, je peux l'entendre, mais pour moi je vous dis les gars, ils ont été nerfés pour les besoins du tournoi, voilà, parce que tu peux pas faire un humain combattre Thor, c'est pas possible. On est bien d'accord. Thor avec Mjolnir, c'est pas possible. Donc, on est obligé de les nerfer un peu pour pouvoir, pour faire un match, tout simplement. Mais ça reste quand même plutôt bien fait. Mon avis global sur Valkyrie Apocalypse, c'est que franchement, c'est un anime qui est correct. Alors oui, il a ses défauts, c'est sûr, et c'est surtout l'animation, mais ça reste correct. C'est sûr que Netflix peut faire mieux, c'est clair, et ils peuvent faire mieux, ils ont déjà montré mieux, mais j'ai envie de dire que c'est déjà pas mal. Pourquoi? Parce que quel est le travail d'un animé, les frérots? Je vous pose la question. Eh bien, le taf d'un animé, c'est tout simplement de vous emmener vers le manga. Et est-ce que Valkyrie Apocalypse version animé vous emmènera vers le manga? Eh bien oui, parce que très clairement, le dernier combat qui a été teasé déjà est super intéressant, Jack l'Éventreur versus Héraclès, et ça donne envie d'en savoir plus. Parce que oui, c'est simpliste, mais c'est efficace. Donc cet animé fait son taf, tout simplement. Il t'emmène vers le manga. Maintenant, je n'exclus pas ses défauts. Globalement, je dirais que le manga est sublimé, on va dire, dans ses 2 premiers tomes, dans le premier combat, et ensuite le manga repasse au-dessus de l'animé, parce que franchement, au niveau, niveau dessin, au tome 3, franchement, le dessinateur, il envoie la patate, très clairement, et là, le manga repasse au-dessus de son animé à partir du tome 3, c'est-à-dire à partir du combat, je crois, Adam versus Zeus. Mais le premier combat, personnellement, j'ai préféré la version animée, et après, pour le reste, le manga est supérieur, il faut dire la vérité. Mais c'est pas mal, on est quand même face à une adaptation très honnête, globalement tout y est, mis à part une petite scène de Thor comme je vous ai dit au début, mais sinon globalement tout y est. Voilà, il y a peut-être quelques petits oublis à droite à gauche, mais c'est pas très grave. Bon, ce qu'on peut reprocher quand même à Netflix, c'est qu'ils ont fait 12 épisodes, et en 12 épisodes, normalement, c'est vrai que tu peux offrir une animation supérieure à cela, faut dire la vérité, ils avaient que 12 épisodes. Voilà. Mais globalement, moi je dis Valkyrie Apocalypse, c'est correct, franchement c'est correct, c'est pas extraordinaire, mais c'est correct, moi j'ai bien aimé. Voilà les frérots mon avis dessus. En tout cas, n'hésitez pas en zone commentaire, on va débattre comme d'habitude avec honneur. Dites-moi vous en zone commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé dans Valkyrie Apocalypse. Et voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout que l'honneur soit avec vous.